passe au bloc numéro 2. Première question qui porte sur la constitution d'une masse critique organisée. Le système actuel, compte tenu de sa puissance extrême, ne peut laisser sa place que face à une remise en cause massive des populations. Or, les mouvements revendicatifs sont très hétérogènes, volontairement indépendants et probablement peu efficients sur la durée. N'est-il pas nécessaire de canaliser cette énergie d'une manière ou d'une autre? Et si oui, comment? Question suivante. Comme vous le suggérez en fin de votre livre, que je n'ai pas encore lu, je m'en excuse, Ce sera beaucoup pardonné. ou le développer dans des interventions comme celle chez Hors Série. Si on devait résumer la ligne à tenir, ce serait donc: la force doit venir de la rue, et quand même un gouvernement progressif de gauche devait parvenir au pouvoir, il faudra qu'on y adosse une farouche menace populaire pour qu'il sache qu'il n'a pas d'autre issue que de tenir tête au capital. Et comme vous le notez avec un certain vertige, entre guillemets, se pose la question de la violence. En 2 mots, entre guillemets, aux armes, symboliquement ou pas. Même si j'en partage l'analyse, ne pensez-vous pas que c'est précisément la raison qui explique le succès d'une pensée du vivre hors, entre guillemets, de la sécession, plus que du grand soir, que vous lui opposez, entre parenthèses, ou du moins dont vous appelez à ce qu'elle se complète. J'entends par là le fait que la prise d'armes, la question de la violence, la révolution, en un mot, engage fortement sur le plan judiciaire. Certains en savent quelque chose. Ne pourrait-ce pas être là ce qui en dissuade, et en contraste donne du crédit à l'espoir d'une sécession sans risque, entre guillemets, car on sait ce qu'il advient des ZAD au niveau de la répression. Mais au moins ce risque est reporté à plus tard, moins immédiat. Finalement, là encore, la question n'est-elle pas comment vaincre la peur politico-judiciaire? On pourrait arguer que quand le peuple est dos au mur, il n'a plus peur. Ils nous ont tout volé, même la peur, lisait-on au Chili. Mais n'est-ce pas attendre trop tard? Si une révolution tarde à venir, ne risque-t-elle pas d'être d'autant plus propice à être rattrapée par toutes les éventualités, en particulier les moins progressistes? Alors, une question par un anonyme téméraire. Vous avez déclaré que vous étiez un penseur et pas un homme d'action. De mémoire, peut-être après le relatif échec de Nuit debout. N'est-ce pas l'action qui manque aujourd'hui et pas la pensée ni le diagnostic? Qu'est-ce qui vous empêche d'être un homme d'action? Ce qui vous en empêche serait-il aussi ce qui en empêche tous les autres? Et dans ce cas, ne faut-il pas tenter de le dépasser? Bon, là aussi, je pense que la cohérence du bloc doit vous apparaître. Le thème, c'est... Moi, j'ai noté pour moi coordination parce que j'ai un passé d'économiste, mais ça serait comment produire le nombre. La première question qui m'est adressée, qui est celle des mouvements hétérogènes et de leur dispersion, m'a fait immanquablement penser, enfin m'a fait revenir des souvenirs de théorie des jeux et penser à ce qu'on appelle l'équilibre de Nash dans un jeu non coopératif. Je vais tout de suite expliquer de quoi il retourne. On aimerait bien faire l'économie des organisations, des structures, et on connaît leurs tendances à la capture, à l'ossification, à l'apparatchitisation, etc., etc. Mais en face, alors ça, là, pour le coup, les pinsons Charlot n'ont pas cessé d'insister là-dessus. En face, il y a une classe consciente d'elle-même et bien organisée. C'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont. Eh bien, face à des gens qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont, nous devrons savoir ce que nous voulons et où nous allons. Et si nous ne le savons pas, nous serons défaits. Nous serons défaits par dispersion, ni plus ni moins. Alors, je m'empresse de dire que l'organisation, si vous voulez, ça n'est pas à comprendre comme L''O majuscule. Hein. Ce n'est pas le parti bolchevique, l'organisation. Du reste, regardez la forme organisationnelle, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler, de la classe d'en face. C'est une espèce de réseau d'organisations variées, de clubs, de cercles, de fondations, etc. Assez dispersés, mais avec une très forte unité, une très forte homogénéité de vue, etc. Et c'est ça, en réalité, c'est ça qui fait la coordination. Ces gens-là regardent dans la même direction. Alors, ce qui aide également, c'est que comme finalement, ça n'est jamais que le syndicat des détenteurs des pouvoirs sous toutes leurs formes. Bien sûr, là, évidemment, il y a une coordination qui se trouve produite de fait. Mais oui, on ne peut pas déserter la question de la coordination et de l'organisation. Alors, à cet égard, j'ai un point d'accord et un point de désaccord avec l'autre question qui fait remarquer à raison hein, que dans l'enchaînement historique,
dramatique, finalement, que j'évoquais tout à l'heure, se pose la question de la prise d'armes, la question de la violence, et comme dit cet interlocuteur, ça engage, et ça engage fortement sur le plan judiciaire. Ça, c'est vrai. Il enchaîne en demandant: ne pourrait-ce pas être là ce qui en dissuade et en contraste donne du crédit à l'espoir d'une sécession sans risque, entre guillemets, car on sait ce qu'il advient des ZAD au niveau de la répression. Mais alors là, je ne peux pas être d'accord avec lui, mais même les guillemets sont insuffisants, parce que les gens qui ont défendu la ZAD, alors c'est peu dire hein, qu'ils ont payé de leur personne. Là, vraiment, et ceux qui défendent les ZAD, je vous rappelle qu'il y a eu un mort à la ZAD de Sivins, hein, tout de même. Donc, si ce n'est pas la forme maximale de l'engagement, qu'est-ce que c'est? Et même pour les autres, là, je dois dire que j'ai suffisamment de désaccords tactique ou stratégique, plus stratégique d'ailleurs, avec les partisans de la thèse de la désertion ou de la destitution, etc., pour être bien certain par ailleurs que quand il s'agit de s'engager judiciairement et physiquement, c'est pas le courage qui leur manque. Hein. Ça, alors là, ils sont nombreux, là, eux aussi, à avoir payé de leur personne. Hein. Donc, ça mérite plus que des guillemets. Il reste la question générale. La question n'est-elle pas comment vaincre la peur policio-judiciaire? Alors oui, c'est ça la question en effet. Et on ne la vainc que par la coordination de la multitude. Je fais un petit détour spinoziste, hein, mais il y a une des personnes qui m'interroge qui a parfaitement compris ce que je dis là-dessus, donc c'est une incitation à laquelle je ne peux pas résister. Les institutions ne tiennent que par l'adhésion passionnelle de la multitude. Elles ne sont que ça, en définitive. Ça n'est que l'adhésion passionnelle de la multitude qui fait l'autorité de ceux qui ont autorité, qui fait l'autorité des institutions. Mais aussitôt que cette adhésion passionnelle tombe, aussitôt que les courants de la puissance de la multitude refluent des objets institutionnels qu'ils avaient investis, alors les institutions sont à poil, elles sont privées de toute force, et elles s'écroulent séance tenante. C'est exactement ça que, alors dans un article récent, mais qui en fait était une sorte de traduction appliquée d'un travail académique antérieur. Enfin, c'est ça typiquement que j'appelle le moment Potemkin. Dans le cuirassé Potemkin, il y a, pour ceux qui l'ont vu et s'en souviennent, il y a dans la première partie, hein, celle qui se passe sur le bateau lui-même, il y a un contraste qui est extrêmement impressionnant, qui est souligné entre, d'une part, l'obéissance des matelots, tant que l'autorité militaire est en régime, et ce qui se passe au moment où cette autorité vient à s'effondrer, précisément parce que l'adhésion passionnelle s'est défaite. Et il y a un moment où on voit le commandant, qui est une espèce de sexagénaire ventripotent, là, qui chope deux matafs et qui les fout par terre comme ça. Deux matafs, jeunes, pétants de santé, etc. Et on voit bien que c'est autre chose qui fait que les deux matafs vont à terre, n'est-ce pas? C'est que le combat est inégal. C'est qu'il y a une force supplémentaire qui s'engage, qui est engagée du côté du commandant du bateau. Et cette force supplémentaire, c'est ce qui constitue l'autorité institutionnelle en propre, c'est-à-dire un certain courant de puissance de la multitude et une certaine adhésion passionnelle. Et puis alors, bascule, c'est la mutinerie. Et alors à ce moment-là, les matelots se retrouvent face à l'officier. Et là, il n'y a plus de commandant, il n'y a plus de matelot, il n'y a plus de hiérarchie, puisqu'il n'y a plus d'institution. Il n'y a plus que de bons hommes face à face. Et c'est le plus costaud qui gagne. Et ce n'est pas l'officier. Voilà. Donc c'est ça le moment Potemkin, c'est quand l'autorité des institutions s'effondre. Et cette autorité ne s'effondre que lorsque le grand nombre s'est coordonné de fait ou d'organisation pour faire mouvement dans une autre direction que celle qui est assignée par l'autorité institutionnelle. Et c'est ça qui nous protège. C'est ça qui fait tomber la peur. Au début, oui, il y a, comme au Chili, puisque c'est une autre des personnes qui dit... non, c'est la même, qui dit, voilà, le peuple est dos au mur, il n'a plus peur, ils nous ont tout volé, même la peur. Bon. Il y a des gens qui n'attendent pas le nombre pour s'engager. Alors, ils sont admirables, hein. Bon, moi, mais je ne fais pas partie d'eux. Hein. Et du coup, la question d'après me demande, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être un homme d'action? Réponse, parce que j'ai peur. Mais oui, je veux dire, il ne faut pas... Et nous sommes, et comme il dit... est-ce que ça ne serait pas ça aussi qui empêche tous les autres? Exact. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, soit on a été rendu dans cette situation où
n'ayant plus grand-chose, et peut-être même plus rien à perdre, on peut aller à des formes d'engagement que les autres personnes, qui ont encore pas mal à perdre, n'adopteront pas. Pas tout de suite. Mais qu'elles n'adopteront que quand, comme moi, elles trouveront à être au chaud au milieu du nombre. Et c'est pour ça que la coordination, la production du nombre, la coordination du nombre, c'est pour ça que c'est vraiment le point absolument décisif. Il ne faut pas demander aux gens d'être des héros. Je veux dire, il y en a, hein. Mais, comme disait une réplique cinématographique célèbre, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Bon. Donc on ne peut pas mettre la révolution sous une condition d'héroïsme, comme on ne peut pas mettre en général la politique sous des conditions de sainteté ou de vertu. C'est des mauvais calculs, ce n'est pas des bons calculs stratégiques. Donc la force de ceux qui n'ont pas le pouvoir, la force de ceux qui sont du mauvais côté du manche, c'est le nombre coordonné. Ça a toujours été ça, n'est-ce pas? Et moi, c'est ça que j'appelle le grand soir. C'est la production du nombre coordonné, qui n'est pas autre chose que la définition même de la révolution qui était donnée par Trotsky dans son histoire de la révolution russe. Hein. La révolution, c'est l'irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur destinée. Vous voyez, tout est dit. Hein. Voilà.